Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la poursuite de notre cycle sur les maréchaux de Napoléon. Après Berthier, Lannes et Murat, je vais vous parler aujourd'hui d'une âme trempée d'acier, le maréchal Michel Ney. Chapeau à plumes blanches avec cocarde, long manteau bordé et doublé de fourrure, agrémenté de passementeries et de brandebourgs d'or, culotte blanche et bottes fortes de cavalerie avec éperon, fusil en main protégeant la retraite de la grande armée lors de la campagne de Russie, tel apparaît le maréchal Ney sur la toile du peintre Adolphe Yvon, qui immortalisa en 1856 ce héros de légende considéré comme l'une des plus grandes figures de l'épopée napoléonienne. « Cet homme est un lion !» dira de lui l'empereur. Rien pourtant ne laissait pressentir le fauve qui sommeillait dans le jeune Michel Ney lorsqu'il entra, à 16 ans, comme clerc de notaire, dans l'étude de maître Pickwick, notaire à Sarrelouis, où le jeune homme était né le 10 janvier 1769, 8 mois avant le futur empereur des Français. Son père, un artisan tonnelier, ambitieux pour sa postérité, le destinait en effet à la profession de notaire. La petite ville de Sarrelouis, aujourd'hui en Allemagne, dans le land de la Sarre, était alors une enclave où l'on parlait français dans une région germanophobe, ce qui explique qu'il apprit les deux langues au collège des Augustins de Sarrelouis, où il n'eut pas le loisir d'aller bien avant dans ses humanités, bien qu'il fût intelligent, consciencieux et avide de savoir. Son père avait voulu lui donner une formation pratique et le mettre très vite dans le bain. Mais le métier de saute-ruisseau n'enchantait guère le gamin de nature bouillante, et il le quitta bientôt pour un emploi de commis aux écritures dans les bureaux du parquet, puis dans ceux de la compagnie des mines d'Appenweiler. En fait, ce qu'il recherchait, avec son imagination héroïque et romanesque, c'était l'action et l'aventure. Lorsqu'il était enfant, le tonnelier, non sans une certaine nostalgie, lui avait raconté sa vie tumultueuse de soldat durant la guerre de 7 ans. Michel décida donc de devenir soldat, comme l'avait été son père dans sa jeunesse, lors de la guerre de 7 ans, et, contre son avis, il quitte tout du jour au lendemain et court à Metz, où, à 20 ans, il signe son engagement dans un régiment des hussards. Il revêt alors fièrement le dolman bleu ciel et la pelisse écarlate des hussards du régiment, colonel général. L'uniforme sied à ravir à sa carrure athlétique, et dans celui-ci il se sent aussitôt très à l'aise. Il deviendra rapidement sa seconde peau. Ses cheveux roux et son teint vermeil le font d'emblée surnommer affectueusement le Rougeaud par ses camarades. C'est ainsi que commença sa fulgurante carrière. Soldat exemplaire, courageux, endurant et discipliné, il parvient en 2 ans seulement à gravir tous les grades et se retrouve sous-officier sorti du rang lorsqu'éclate la Révolution. Il faut préciser toutefois que la désorganisation de l'ancienne armée et la formation hâtive de la nouvelle favorisèrent cette foudroyante ascension. En octobre 1792, après la courte campagne de l'armée du Nord, il reçoit son brevet de sous-lieutenant et il est capitaine 5 ans plus tard, à 18 ans. Dès ce moment, il commence à passer pour infatigable, car il multiplie les raids sur les arrières de l'ennemi. En avril 1794, il rejoint l'armée de Sambre et Meuse,
et après avoir capturé un général autrichien près de Louvain, il est nommé par le général Kléber adjudant général, chef d'escadron. Il participe au siège de Maastricht en novembre et à celui de Mayence, où il est blessé. Mais c'est avec l'armée de Sambre-et-Meuse qu'il va obtenir ses plus beaux succès, au point d'être surnommé le preneur de ville. En 1796, à 27 ans, le voici général de brigade. En voulant sauver une pièce d'artillerie, son cheval est tué sous lui et il est fait prisonnier. Rapidement libéré, il est affecté en 1798, au début de la deuxième coalition, à l'armée du Rhin, où il s'illustre par un curieux fait d'armes qui soulève l'admiration de tous. Il s'empare de Mannheim, non par la force, mais par la ruse, avec seulement 150 hommes. Il est alors adulé par ces hommes avec lesquels il converse d'égal à égal et partage les repas et la rude vie dans les bivouacs durant les campagnes. Promu général de division en mars 1799, il est blessé à 2 reprises à Winterthur. Puis, après de nouveaux exploits dans l'armée du Danube, il est investi du commandement de l'armée du Rhin. C'est alors que se produit le coup d'État du 18 Brumaire. Ardent républicain, il ne s'en réjouit pas. Il n'est pas très chaud pour le pouvoir personnel. Mais néanmoins, il fait acte d'adhésion au consulat. En fait, il ne s'intéressait guère à la politique. Ses 2 passions sont alors la guerre et la flûte, dont il joue admirablement. Les femmes ne venaient qu'après, même si, contrairement à ce qu'on a pu écrire à ce sujet, il ne les dédaignait pas. Il avait même une liaison assez voyante avec une sorte d'aventurière spirituelle et assez jolie, mais qui collectionnait les conquêtes. Elle avait été la maîtresse de Marescot et de Moreau. Sa première rencontre avec Bonaparte, premier consul, eut lieu en 1801, après la paix de Lunéville. Bonaparte était déjà admiratif de sa hardiesse, la hardiesse du jeune général au combat. Mais après un long entretien, il le juge un peu instable et inconstant. Il n'est pas entièrement heureux. Il a assurément besoin d'une épouse. Lui qui rêvait de marier tout le monde échafauda alors avec Hortense et Joséphine le projet de faire son bonheur en lui présentant une amie d'Hortense, une jeune fille de 20 ans, intelligente et spirituelle, Aglaé Louise Auguier, qu'on appelait toujours du joli nom d'Aiglé. Napoléon ne se moquait pas du jeune général en lui offrant la main de mademoiselle Aglaé Auguier, une des plus belles créations de la fameuse Madame Campan, qui fut première femme de chambre de Marie-Antoinette et dont elle était la nièce. La jeune femme était grande, son visage était éclairé de magnifiques yeux noirs. Hortense l'a dépeinte remplie de bonté, de sensibilité et d'agrément. Mais, lors de leur première entrevue, si elle fut impressionnée par la réputation militaire de Ney, elle n'apprécia guère son physique un peu rude. Quant à lui, il la trouva aimable, mais ne montra pas d'empressement excessif. Mais Joséphine veillait, et après quelques hésitations de part et d'autre, ils finirent par franchir le pas, et le mariage fut célébré dans la propriété de M. d'Auguier à Grignon, le 5 août 1802. Aglaé lui donnera 4 fils: Joseph-Napoléon, Michel-Louis Félix, Eugène-Michel, Napoléon-Henri-Edgar. L'entente entre le couple sera exemplaire, et le maréchal lui témoignera toujours le plus profond attachement.
gouvernement. Éduqué selon les principes de l'Ancien Régime, très attaché aux Bourbons, Aglaé aura une influence bénéfique sur son mari, pur produit de la Révolution, dont elle corrigea les manières un peu rustres et atténuera ses traits de caractère, car il était quelquefois emporté et trop impulsif. On lui reprochera d'être vaniteuse. Et au fil des années, ébloui de la prodigieuse renommée et de la bravoure militaire de son mari, d'étaler un luxe tapageur. En fait, elle croyait sincèrement que c'était obligatoire pour une personne de son rang, et elle subira à cause de cela de nombreux quolibets. Cette attitude masquait la réelle bonté de son cœur et sa grande générosité. Quelques mois plus tard, nommé ambassadeur auprès de la République helvétique, alors en état de guerre civile larvée entre fédéralistes et unitaires, Ney arrive en Suisse en octobre 1802, occupe Zurich et oblige les cantons à signer une forme de protectorat. En 1804, l'Empire est proclamé et Michel Ney fait partie des 18 maréchaux qui sont nommés. Il figure au 12e rang. L'année suivante, en octobre, il refoule les Autrichiens vers Ulm, après les avoir vaincus à Elchingen, en Bavière. C'est une victoire brillante qui lui vaudra le titre de duc d'Elchingen. Il sera fait également grand officier de la Légion d'honneur et sera désormais de toutes les batailles. À peine la paix signée avec l'Autriche, en décembre 1805, le revoilà au combat, cette fois contre la Prusse, alliée avec l'Angleterre et la Russie. C'est la 4e coalition. Alors que l'empereur se dirige vers Austerlitz, il est chargé d'aller occuper le Tyrol. Il prend alors Scharnitz et Innsbruck en novembre et chasse l'archiduc Charles. En 1806, il participe à la campagne de Prusse. Présent à Jena en octobre, il emmène ses divisions à l'assaut des lignes prussiennes. Il n'a pas son pareil pour mener les attaques, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas un très grand stratège, et il se laissera quelquefois emporter par son élan. Se retrouvant encerclé, il est tiré de ce mauvais pas par Lannes, et dès le lendemain, il repart à l'attaque, entamant le siège de Magdebourg, qui dure moins de 24 heures. Et dans la foulée, il bat les Prussiens à Thorn en décembre. 1807 est une grande année pour lui. Sa détermination et son courage font merveille. Il est partout, à Eylau, en février, où il arrive en retard sur le champ de bataille, mais à son arrivée décide de la victoire. Il est ensuite à Gstaad, où il combat 70 000 hommes, avec seulement 14 000 soldats. N'ayant reçu aucun renfort, malgré sa bravoure, il est obligé de battre en retraite, mais non sans avoir fait des ravages dans les rangs ennemis et soulevé l'admiration des Cosaques. Puis, c'est Friedland, le 14 juin 1807, incontestablement sa plus belle victoire. Sabre au clair, à la tête de ces hommes galvanisés par son courage, il poursuit l'armée russe qui, se trouvant coincée dans un coude formé par la rivière Dal, se replia vers la seule voie de retraite qui lui était ouverte, les 4 ponts conduisant à Friedland. La plupart des généraux proposèrent alors à l'empereur de les laisser faire et d'attendre le lendemain pour attaquer Friedland. Mais Napoléon n'était pas d'accord, et prenant par le bras le maréchal resté silencieux, il lui montra les ponts et les Russes massés devant, et lui dit « Voilà le but. Marchez-y sans regarder autour de vous. Pénétrez dans cette masse épaisse, quoi qu'il puisse vous en coûter. Entrez dans Friedland.
Prenez les ponts et ne vous inquiétez pas de ce qui pourra se passer à droite, à gauche ou sur vos arrières. L'armée et moi sommes là pour y veiller. » Ney acquiesça de la tête et s'éloigna, laissant l'empereur pantois et admiratif en constatant son air résolu, ce qui lui fera dire au maréchal Mortier: « Oh, cet homme est un lion !» La lutte fut effroyable. Les Russes tiraient de tous côtés sur notre troupe, et Ney, galopant d'un bout de la ligne à l'autre, soutenait le cœur de ses soldats par sa contenance héroïque. L'armée russe est finalement enfoncée et Ney entre à Friedland victorieux. Et il fait aussitôt détruire et incendier les ponts. La bataille ne se termine qu'à 11 heures du soir par la défaite complète de l'armée russe. Mission accomplie pour le maréchal Ney. Napoléon avait raison. Cet homme était un lion, et la confiance qu'il lui accordait était bien placée. Dans le bulletin de la Grande Armée du 17 juin, on peut lire: le maréchal Ney, avec un sang-froid et une intrépidité qui lui est particulière, était en avant de ses échelons, dirigeait lui-même les plus petits détails et donnait l'exemple à son corps d'armée. C'est à la suite de cette victoire qu'il fut surnommé par ses hommes le brave des braves, mais aussi Michel le Rouge ou le Lion Rouge, en raison de sa crinière flamboyante. S'il était d'un courage inouï, il n'en était pas moins indulgent pour les poltrons, ou ceux qui faisaient montre d'une excessive prudence dans les combats. Lui qui semblait ne jamais avoir peur, comprenait mieux que quiconque que l'on puisse avoir peur. Le soir d'Eylau, comme on parlait pour le lendemain d'une seconde bataille, il exhortait les plus fatigués à bien se reposer pour mieux combattre ensuite. « S'il le faut, disait-il, je mettrai pied à terre, le sabre à la main, et j'espère qu'on me suivra. » À l'encontre de Lefebvre, de Davout et d'autres, il avait renoncé à ce ton injurieux qui était alors le propre des chefs pour galvaniser leurs troupes et que l'on croyait alors nécessaire pour obtenir l'obéissance. À Redinha, comme il observait un faux mouvement de l'artillerie, il dit brusquement au général Charbonnel qui l'a commandé: « Oh, foutre, général, que fait donc votre artillerie ?» Mais aussitôt il réprima sa colère et s'excusa. « Ah, pardon, général, je m'emporte. » Au cours de la terrible campagne de Russie, au plus fort d'une action, il se trouva aux côtés d'un général talentueux, mais réputé pour sa pusillanimité. Comme un boulet écorna son chapeau, ce général s'apprêtait à fuir, épouvanté, lorsque Ney, en souriant, lui demande: « Êtes-vous blessé ?»« Non, je ne crois pas, » balbutia le général. « En ce cas, retournez à votre brigade, et après la bataille, je vous l'assure, vous trouverez sans peine une autre coiffure. » Toujours sur le thème du courage et de la couardise sur les champs de bataille, voici une autre anecdote rapportée par son aide de camp, Louis-Antoine Clouet, et qui ne manque pas de piquant. Ce jour-là, Clouet apportait de la part du maréchal l'ordre de charger, dans des conditions périlleuses. Et il apportait cet ordre à un général, peu soucieux, il faut le dire, d'exposer sa vie dans une très chaude bataille. Afin de gagner du temps, ce général engagea avec Clouet une conversation mondaine. « Vous souvenez-vous de l'excellente musique que nous exécutions chez la comtesse Merlin ?»« Mon général, répondit le brave Clouet, il ne s'agit pas de filer des sons, mais de faire filer l'ennemi. »
Le général comprit assurément la leçon, et la charge partit, mais si lentement qu'elle arriva trop tard. Clouet fut surpris de la réaction placide de Ney, qui resta calme, et au lieu de l'explosion attendue, laissa tomber, sur un ton de compatissante bonhomie, ces mots un tantinet désabusés. Que voulez-vous, mon cher? Les hommes ont leurs mauvais moments. Cette étonnante indulgence pour les poltrons venant d'un homme tel que lui pouvait alors paraître étrange, mais le maréchal connaissait bien l'âme humaine. Toutefois, s'il trouvait des excuses à ceux qui ne savaient pas maîtriser leur frayeur, il ne supportait pas les fanfarons et ne manquait pas de les remettre à leur place à chaque fois que l'occasion se présentait. Un soir, il surprit un officier beau parleur qui avait tourné le dos à une batterie ennemie qu'il était chargé d'enlever. L'officier paradait devant ses camarades, ce qui irrita le maréchal qui lui dit à haute voix devant tout le monde: « Monsieur, depuis que j'existe, j'ai vu bien des poltrons. Je n'en ai point rencontré d'aussi plats que vous. » Et le moins que l'on puisse dire est qu'il cassa l'ambiance. Ce qu'il pardonnait bien moins que la peur, c'était la lâcheté. Au passage de Dniepr, après l'abandon de Moscou, il assistait au pitoyable défilé d'un corps auxiliaire allemand en pleine déroute. Il ne put retenir son indignation et s'empêcher de crier aux généraux qui le menaient: « Messieurs, ce n'est pas une retraite, c'est une débandade comme je n'en ai jamais vu !» Après Friedland vint l'expédition d'Espagne, qui se déclencha l'année suivante et au cours de laquelle Ney se sentira moins à l'aise. Au début de l'expédition, il est placé sous les ordres de Lannes, avec lequel il ne s'entend guère, puis sous ceux de Soult, avec lequel il ne s'entend pas du tout. Et malgré quelques victoires, sans doute en raison du fait de cette mésentente, et peut-être de son caractère jaloux et ombrageux, il ne parvient pas à éviter les revers. Il en est de même au Portugal, où l'armée est commandée par Masséna, avec lequel il s'oppose sur la tactique à employer. Par ailleurs, il enrage d'être placé hiérarchiquement sous les ordres du Niçois. Il est trouvé suffisant et arrogant, cupide et ladre, ne se souciant guère de ses hommes et ne pensant qu'à sa gloire, ce en quoi il n'avait pas totalement tort. Mais en fait, ce qu'il supportait mal, et qu'il supportera de moins en moins, c'est de recevoir des instructions d'autres que de l'empereur. Après la bataille de Busaco, auquel il participe, et qui est une défaite, les rapports avec Masséna deviennent de plus en plus conflictuels. Il finit par demander un congé officiel pour aller prendre les eaux et rentre en France. Cette décision déplaît à l'empereur qui finira par le destituer en mars 1811. Il est ensuite affecté à la formation des troupes stationnées au camp de Boulogne. Il accomplit au mieux cette tâche, mais le vainqueur de Helsingen et de Friedland se sent incompris, voire humilié, même s'il n'en laisse rien paraître. À la fin de l'année 1811, les relations se tendent de plus en plus entre Napoléon et le tsar Alexandre, qui s'était pourtant longuement embrassé après la signature de l'accord de Tilsit. Napoléon commença à concentrer ses troupes, prêtes au prévisible affrontement. Et comme il savait qu'il pouvait toujours compter sur le maréchal Ney, dont la détermination et la bravoure ne s'étaient pas émoussées, malgré les incompréhensions en Espagne et au Portugal, le nomma à la tête du 3e corps. Les troupes françaises franchirent alors la frontière russe et en août, le 3e corps occupa Smolensk en flammes. Placé au cœur du dispositif militaire imaginé par l'empereur, le maréchal Ney, duc d'Helsingen, gagne alors son titre de prince au cours de la bataille de la Moskowa,
en confirmant, s'il en était besoin, sa réputation de combattant infatigable aux côtés de Davout puis de Murat. Son rôle consistait à enlever les 3 flèches, les défenses, de Semestrovskoïe, l'un des bastions que l'on appelait la redoute Raïevski. Dans le domaine militaire, la redoute étant un emplacement fortifié défensif à l'extérieur d'un système de fortification. Bien qu'il ait dû faire retraite avec son 3e corps d'armée, Ney parviendra à renverser la situation et se maintiendra coûte que coûte. Adolphe Thiers, dans son histoire du consulat et de l'Empire, rapportera cet épisode glorieux. On se battait à coups de baïonnette, écrit-il, et avec une véritable fureur. L'audacieux et invulnérable Ney était au milieu de la mêlée comme un capitaine de grenadiers. Dans l'attente de renforts qui ne lui parviendront que tardivement, il réussira à prendre le principal point d'appui russe et nœud stratégique de première importance, soutenu par le feu nourri de l'artillerie sur les positions russes. Après l'évacuation de Smolensk, il se trouva isolé avec quelques 3000 hommes et entouré d'ennemis. Toute l'armée le crut perdu. Et Napoléon, le tout premier. Mais il fallait tout faire de toute façon pour le tirer de ce mauvais cas, de ce mauvais pas, dans le cas bien improbable où il serait encore vivant. Une unité fut alors chargée de le rechercher et de le secourir. Ney était bien vivant, continuant à combattre nuit et jour, sans abri, ni vivre, avec la seule volonté de mourir plutôt que de capituler. Un soir, près d'Orcha, le quartier général impérial, entendit au loin le canon dans lequel cette unité devait annoncer quelque découverte heureuse. En tête de son état-major, de tout son état-major, le prince Eugène en personne se dirigea en hâte vers le lieu de la détonation. Et là, il ne put contenir sa joie, et les yeux baignés de larmes se précipita dans les bras du maréchal en piteux état, mais miraculeusement sauvé. Gourgaud fut chargé d'apporter à l'empereur la bonne nouvelle. Napoléon prononça cette phrase qui fut maintes fois citée par les mémorialistes avec des variantes. « J'ai plus de 400 millions dans les caves des Tuileries. Je les aurais donnés avec reconnaissance pour la rançon de mon fidèle compagnon d'armes. » Et il se livra, selon le témoignage de son mamelouk Ali, à une joie inexprimable de bonheur, et parlera à son propos d'une âme trempée d'acier. Une belle action militaire plongeait toujours l'empereur dans un ravissement proche de l'extase. Sous ce rapport, Ney ne le décevra jamais. C'est alors, dit-on, que l'empereur officialisera en quelque sorte le surnom du maréchal, le brave des braves. Qualifiée de bataille des géants, cette bataille homérique fut, me semble-t-il, la plus importante et assurément la plus sanglante de la campagne de Russie, impliquant plus de 250 000 hommes pour des pertes estimées autour de 70 000 hommes. Napoléon entrera à Moscou en flammes quelques jours plus tard, et on connaît la suite tragique, la retraite de la Grande Armée dans le froid glacial et la neige. Du 26 au 29 novembre 1812, ce fut la fameuse bataille de la Bérésina, avec la défense héroïque de Ney, Oudinot et Victor. Une bataille trop activement qualifiée de défaite cuisante, de déroute complète, au point qu'elle donnera naissance à l'expression « c'est une Bérésina », fréquemment employée pour caractériser une déroute sur le plan sportif ou politique, ou pour décrire une situation tragique insurmontable.
En réalité, tout ne fut pas si simple, et il faut insister sur le fait que Oudinot aîné infligeront à l'amiral Tchigatchov une défaite qui permettra à la Grande Armée de passer le fleuve, bien que dans un état d'épuisement complet. Grâce à ce qu'il faut appeler une victoire militaire, la Grande Armée évitera l'anéantissement, mais elle est exsangue et pitoyable. Il neigeait, comme le rapportera Victor Hugo dans l'Expiation. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Après la bataille, accompagné du général Caulaincourt, Napoléon, pétrifié par le froid, les yeux hagards et le visage livide, regagna la France par la Pologne. En décembre, dirigeant seul l'arrière-garde de la Grande Armée, Ney, toujours fringant et résolu, parviendra, en dépit des conditions extrêmes de l'hiver russe, à maintenir l'ordre dans les rangs. Malgré que le sort de la Grande Armée, ou de ce qui en restait, semble désormais scellé devant le harcèlement continuel des cavaliers russes, il parvient à traverser le fleuve, arrêté par les Cosaques, et n'écoutant que son courage, il réussira à rallier les derniers survivants, fusil en main, à Kovno, le 12 décembre, puis à gagner, tant bien que mal, le quartier général établi à Gumbinnen, le 15 décembre. Lorsqu'il apparaît complètement épuisé, blessé, le visage en sang, les vêtements en lambeaux, les officiers présents ne le reconnaissent pas. Le fait qu'il soit vivant leur semble relever du miracle. Il sera le dernier maréchal de l'Empire à rejoindre le gros des forces ayant survécu à la dantesque retraite de Russie. Après ces heures tragiques, plus déterminé que jamais, Napoléon parvient, tant bien que mal, à reconstituer son armée en 1813. Il avait ordonné la conscription de très jeunes hommes, désignés du sobriquet efféminé de Marie-Louise, en opposition aux vieux grognards. Mais, à la veille de la bataille de Lutzen, le 2 mai, à l'état-major impérial inquiet d'opposer aux soldats anglais, prussiens et russes, sans doute les plus coriaces, des recrues qui n'avaient jamais vu le feu, Ney prit la défense des Marie-Louise. « Sire, dit-il à l'empereur, donnez-moi de ces jeunes et vaillants conscrits. Je les mènerai où vous voudrez. Nos vieilles moustaches en savent autant que nous. Elles jugent les difficultés et le terrain. Mais ces braves enfants ne sont effrayés par aucun obstacle. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche, mais toujours en avant. C'est de la gloire qu'ils veulent. » C'était flatteur pour les conscrits, mais, à mon avis, un peu injuste pour les vieux soldats. Malgré le courage et la résistance des jeunes, comme des vieilles moustaches, Napoléon ne pourra empêcher les Alliés d'envahir la France. C'est la 6e coalition, avec à sa tête le tsar Alexandre Ier, et le 31 mars 1814 a entré dans Paris, qui avait refusé de combattre. Enfermé à Fontainebleau, Napoléon ne veut pourtant pas se soumettre. Le moral de l'armée est au plus bas. La pression s'accentue, cependant, d'heure en heure. Et le 4 avril, les événements se précipitent. Vers midi, l'empereur salue les soldats du haut de l'escalier à fer à cheval qui menait à ses appartements. Comme à chaque fois, il avait été acclamé avec des cris de « À Paris! À Paris !» Posté à quelques pas de lui, le maréchal Ney aurait alors lancé haut et fort « Il n'y a que l'abdication qui puisse nous tirer de là !» Et Napoléon aurait fait mine de ne pas entendre. Suivi d'un certain nombre de ses maréchaux et de leurs états-majors, il serait entré dans son cabinet de travail
et là les échanges auraient été très violents. Ney aurait pris la parole le premier sur un ton vif et apostrophé l'empereur qui promettait un retournement radical de la situation dans les jours suivants, à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique. Selon certains historiens, le lion rouge, excédé et bien conscient de la situation, aurait fini par rugir « L'armée ne marchera pas sur Paris !» Et comme Napoléon, nullement impressionné, se serait écrié d'une voix forte « L'armée obéira !» Ney aurait alors rétorqué aussitôt « L'armée obéira à ses chefs !» Selon ces mêmes historiens, Napoléon, vaincu par tant d'ingratitude, demanda alors « Que voulez-vous donc ?» Oudinot, Ney et Lefebvre auraient répondu d'une même voix « L'abdication !» Cette grande scène spectaculaire et grandiloquente des maréchaux est entrée dans l'histoire. Mais, personnellement, je n'y crois guère. Il me semble plus vraisemblable que, si elle a eu lieu, elle ne se soit pas déroulée de cette façon. Et je me base, pour le dire, sur les témoignages crédibles de MacDonald et de Caulaincourt, qui, dans leur mémoire, ont indiqué qu'il y eut bien débat entre Napoléon et ses lieutenants ce jour-là, mais que jamais ils ne se montrèrent irrespectueux et encore moins menaçants avec l'empereur. En revanche, ce que je crois plutôt, c'est que cette fameuse scène, dite la grande scène des maréchaux, a été imaginée par la propagande du gouvernement provisoire et entérinée sans doute par les vantardises de Ney après son ralliement au nouveau pouvoir dans les jours suivants. Toutefois, force est de constater que la plupart des maréchaux présents lors de la fameuse grande scène, à commencer par Ney, pensaient certainement en leur âme et conscience que tout était hélas perdu pour l'empereur et que l'abdication était la seule voie de sortie possible pour lui et pour le pays. Le lendemain, en compagnie de MacDonald et de Caulaincourt, le prince de la Moscova rencontra le tsar Alexandre Ier qui était arrivé à Paris avec des troupes alliées et s'était installé à l'hôtel de la rue Saint-Florentin chez Talleyrand, président du gouvernement provisoire. Je voudrais vous lire la lettre qu'il adressa à Talleyrand, datée du 5 avril 1814, et dont on pourra tirer les conclusions que l'on voudra. Monseigneur, je me suis rendu hier à Paris avec monsieur le maréchal duc de Tarente, MacDonald, et monsieur le duc de Vicence, Caulaincourt, comme chargé de plein pouvoir pour défendre près de sa majesté l'empereur Alexandre les intérêts de la dynastie de l'empereur Napoléon. Un événement imprévu ayant tout à coup arrêté les négociations, je vis dès lors que pour éviter à notre chère patrie les maux affreux d'une guerre civile, il ne restait plus aux Français qu'à embrasser entièrement la cause de nos anciens rois, et c'est pénétré de ce sentiment que je me suis rendu le soir auprès de l'empereur Napoléon pour lui manifester le vœu de la nation. L'empereur, convaincu de la position critique où il a placé la France et l'impossibilité où il se trouve de la sauver lui-même, a paru se résigner et consentir à l'abdication entière et sans aucune restriction. C'est demain que j'espère qu'il m'en remettra lui-même l'acte formel et authentique. Aussitôt après, j'aurai l'honneur d'aller voir votre Altesse Sérénissime. Je suis, avec respect, Monseigneur, de votre Altesse Sérénissime, le très obéissant serviteur. Le lendemain, 6 avril 1814, Napoléon jette l'éponge et abdique. Le 11 avril, le traité réglant le sort de l'empereur et de sa famille est conclu,
grâce à l'obstination courageuse de MacDonald et de Caulaincourt, presque toutes les demandes de Napoléon sont acceptées. Mais, lors de ces négociations, ne prit pas la parole, sinon pour critiquer certains aspects, certains actes de l'empereur et de l'impératrice, ce qui d'ailleurs révolta MacDonald qui lui lança « Nous sommes là comme défenseurs de l'empereur, et ne pouvons en aucun cas être ses juges. » Personnellement, je vous avoue trouver peu digne à ce moment-là la conduite de Ney, d'autant plus qu'avant de quitter Fontainebleau, il lui avait encore arraché un don de 15 000 francs, alors que les caisses impériales étaient presque vides. Je trouve aussi regrettable son refus de retourner auprès de l'empereur pour présenter à sa ratification l'accord signé en son nom. Et c'est MacDonald et Caulaincourt qui accomplirent seuls ce dernier devoir. Lorsqu'il apprit que Ney était resté à Paris, Napoléon se contenta de lâcher un « Ah !» Il semblait un peu déçu, mais pas plus étonné que cela. En fait, il faut bien se rendre compte que si Ney mit son courage et son énergie dans les batailles au service de l'empereur, contrairement à beaucoup d'autres, il ne fut jamais un inconditionnel de la personne de Napoléon. Et Napoléon le savait. Il fut avant tout un soldat qui s'intéressait peu à la politique. C'est, disait-il, à mon pays que je me dévoue, et non pas à l'homme qu'il choisit pour le gouverner. Il fera partie des maréchaux et des généraux qui iront accueillir à la barrière de Bondy le comte d'Artois, frère de Louis XVIII et futur Charles X, et qui s'inclineront devant Louis XVIII. C'est une période contrastée de la vie du maréchal Ney qui commence alors. Comblé d'honneur par le roi, nommé pair de France, gouverneur de la 6e division militaire, il est alors considéré par ses anciens amis comme un traître et par les milieux aristocratiques comme un parvenu de la Révolution française. Désormais, il allait se composer le rôle de premier tombeur de Napoléon, et qu'on le veuille ou non, c'est bien ce qu'il fut. Comment peut-on interpréter cette attitude? Sans doute, une certaine lassitude et sa faiblesse de caractère expliquent-elles sa démarche. Par ailleurs, l'influence considérable d'Aglaé, son épouse, dont il faut rappeler qu'elle était attachée aux Bourbons, fut, à mon avis, déterminante. Certains contemporains prétendirent même qu'elle était l'instigatrice du ralliement assez rapide du maréchal à la Restauration, ce qui me semble excessif. On peut s'étonner d'ailleurs qu'elle n'éprouva jamais beaucoup de reconnaissance envers l'empereur, qui fut pourtant la cause pour son couple de cette fortune étonnante. Pour en revenir au maréchal, s'il voulait préserver son avenir et celui de sa famille, il lui fallait tergiverser, prendre des décisions en fonction de la situation politique et militaire qui évoluait sans cesse, et sans s'embarrasser de scrupules. Quant à Napoléon lui-même, quel fut alors son jugement sur le brave des braves, qui fut l'un des premiers à l'abandonner? Certes, il le considère à juste titre comme un déserteur. Ce fut en tout cas sa première réaction. Mais en définitive, il est plutôt indulgent avec lui. Il connaissait trop bien la nature humaine pour demander à ses généraux ou à ses maréchaux, comme Ney, de sacrifier leur fortune et leur carrière. Et lorsque, fin avril, il s'apprêta à quitter Fontainebleau pour l'île d'Elbe, il rencontra les quelques officiers qui l'entouraient encore, les remercièrent de leur dévouement et les exhortèrent à bien servir le nouveau gouvernement. On sait qu'il insista auprès de Caulaincourt
pour qu'il se rallie le plus tôt possible au gouvernement provisoire, mais celui-ci s'y refusait obstinément. « Vous avez tort, lui dit l'empereur. C'est au début qu'il faut se rapprocher du gouvernement. J'ai engagé tout ce qui m'entoure à servir fidèlement les Bourbons. C'est un devoir. Faites de même. » Très ému, aux grenadiers de sa garde, Napoléon fait ses adieux en ces termes. « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Avec vous, notre cause n'était pas perdue. J'aurais pu, pendant 3 ans, livrer la guerre civile, mais la France n'en eût été plus malheureuse et sans aucun résultat. » Tandis que l'empereur déchu prend possession de son nouveau royaume, Ney, en dépit des honneurs qui pleuvent sur lui, est l'objet de multiples vexations à la cour. Par ailleurs, Aglaé fut très surprise et désappointée de constater que la nouvelle cour et les émigrés ne reconnaissaient pas sa grandeur récente et qu'elle n'était pour eux que la fille d'une simple femme de ménage. Aux Tuileries, la duchesse d'Angoulême, qu'il avait connue enfant, l'appela tout de go par son prénom, et cela peina profondément la princesse de la Moscova. Souvent, Ney ramenait sa femme en larmes après une cérémonie à la cour où l'on semblait lui avoir manqué d'égard. Comme il avait toujours le sang chaud, qu'il aimait beaucoup régler et qu'il redoutait d'exploser, il préféra donc s'éloigner de la cour, et le couple et leurs enfants séjournèrent de plus en plus souvent dans leur terre de Coudreau, près de Châteaudun. Mais voici que moins d'1 an plus tard, le 1er mars 1815, Napoléon est de retour et débarque au golfe Juan. À l'annonce du débarquement de l'empereur, Aglaé, dit-on, fut saisie d'un sinistre pressentiment, mais elle ne le dévoila pas à son mari. En Provence, l'accueil que la population réserve à l'empereur est d'abord mitigé, mais devient de plus en plus enthousiaste à mesure qu'il se déplace en direction de la capitale. De la Méditerranée jusqu'aux portes de Grenoble, la route qu'il emprunte est aujourd'hui une route touristique très fréquentée et porte, comme il se doit, le nom de route Napoléon. Tout au long de son périple, sa petite troupe ne cesse de s'étoffer. Dans la capitale, Louis XVIII commença à s'inquiéter sérieusement, car rien ni personne ne semble parvenir à l'arrêter. Il n'a désormais plus d'espoir qu'en Ney, à qui il confie la mission de lui barrer la route. Celui-ci promet au roi de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer. Parti pour Besançon, puis Lons-le-Saunier, le maréchal, qui semble-t-il ne s'était pas beaucoup déplacé dans le pays depuis 1 an, constate, à sa grande surprise, que les Français attendent Napoléon avec impatience. Il découvre la France bonapartiste et semble perplexe. Puis il apprend le ralliement de Lyon et reçoit la proclamation lancée par l'empereur à son débarquement. Sa résolution est alors ébranlée. Relisant à haute voix ces phrases d'une si claironnante démagogie qu'elles émouvront encore de nombreuses générations de Français, il lance « On n'écrit plus comme ça. Le roi devrait écrire ainsi. C'est comme ça qu'on parle aux soldats et qu'on les émeut. » Il tergiverse encore pendant 2 jours, ne dissimulant nullement à son entourage ses problèmes de conscience. Il voudrait revenir vers Napoléon, mais il redoute sa rancune. Ne fut-il pas l'un de ceux qui, à Fontainebleau, l'ont le plus ardemment poussé à l'abdication? Cet enragé-là, se dit-il, ne me pardonnera jamais. Il pourrait bien me faire recouper la tête avant 6 mois. Mais bientôt, sentant monter le
flot de l'enthousiasme bonapartiste. Il s'écria douloureusement, comme pour justifier ce revirement. « Je ne puis pourtant pas arrêter l'eau de la mer avec mes mains !» Sa décision prise définitivement, il fait afficher sa proclamation à Lons-le-Saunier. Soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient de régner sur notre beau pays. Une lettre de Bertrand et un billet autographe de Napoléon lui demandant de le rejoindre achevèrent de le convaincre. Il adressa alors à ses troupes et après quelques hésitations, d'une voix claire, lit un texte qu'il avait préparé. Officiers, sous-officiers et soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. Un cri formidable de « Vive l'empereur !» l'interrompit. Bientôt, le délire succéda à l'angoisse. La rencontre entre Napoléon et Ney eut lieu à Auxerre le 18 mars, chez le préfet Ganneau. Ney tente d'abord de se justifier et lance dans un long soupir. Votre Majesté a sans doute entendu dire que j'avais promis de la ramener dans une cage de fer. Je ne le crois nullement. Et cependant, sire, c'est vrai. L'empereur eut du mal à réprimer un mouvement d'indignation. Selon certains témoignages, il aurait vertement tensé son maréchal pour sa défection de 1814, et Ney soutiendra pendant son procès avoir exigé de Napoléon qu'il ne joue plus au tyran. La rencontre ayant eu lieu à huis clos, et les propos de Ney tenus lors de son procès ne pouvant pas être prouvés, tout cela relève plus du domaine de la légende qui sied bien à ces deux personnages emblématiques. Ce qui est sûr, c'est que Napoléon, à l'issue de l'entretien, sachant qu'il avait encore besoin d'un homme de la trempe de Ney, le prit dans ses bras, et le prince de la Moscova reçut les ordres de son souverain, comme si rien ne s'était passé entre eux depuis leur séparation. Quand il apprit qu'au lieu d'arrêter l'usurpateur, le maréchal s'était rallié à lui, Louis XVIII laissa échapper ce cri de douleur. « Le misérable! Il n'y a donc plus d'honneur !» Avec ce revirement, Ney venait de signer sa condamnation à mort. Napoléon ne vouait pas à Ney l'affection profonde qu'il témoignait à certains de ses maréchaux, comme Berthier, Murat et d'autres. Mais on sait l'estime qu'il portait au courage physique. Et Michel Ney s'élevait au-dessus même de sa réputation dans ce domaine. Et au récit de ses exploits, l'empereur s'était souvent exclamé « Quel homme! Quel soldat! Quel vigoureux gaillard !» Mais cette inimitable intrépidité n'arriva jamais à lui faire oublier que le brave des braves tenait de la canaille. Le lendemain, le dimanche des Rameaux, Napoléon quitte Auxerre, et un courrier porté au roi annonce qu'il poursuit sa marche sur Paris. Ce soir, il peut même arriver à Fontainebleau. C'est alors que Louis XVIII, ne voulant pas s'engager dans une résistance inutile et faire couler le sang, résolut de partir immédiatement, oubliant ses pantoufles dans la confusion du départ. « Ce sont mes pantoufles que je regrette davantage, » dira-t-il plus tard à Gand. Le 20 mars, au petit matin, le drapeau blanc est retiré de la façade du château. Quelques instants plus tard, avant-coureur de l'arrivée de l'empereur, un cavalier portant un drapeau tricolore surgit de la brume matinale. C'est le général Exelmans qui vient de Fontainebleau où Napoléon est arrivé. Ah, tout le monde est euphorique. Napoléon entrera à Paris en fin d'après-midi
Il y reçoit un accueil extraordinaire. Ce ne sont pas seulement des cris de « Vive l'empereur » qui sont poussés, mais de véritables rugissements de joie qui accueillent Napoléon littéralement arraché de sa voiture et porté de bras en bras par un torrent humain jusqu'au premier étage des Tuileries. Mais il est mis au ban de l'Europe par les puissances alliées qui le redoutent comme la peste ou le choléra. Son retour est une catastrophe pour elles. Elles savent qu'il entend bien prendre sa revanche et redonner à la France sa place dominante en Europe. Dès le mois de juin, Ney, désigné au commandement des 1er et 2e corps, entre en Belgique. Il est chargé de prendre la position stratégique des 4 bras sur la route de Bruxelles. Il livre alors une bataille acharnée à Wellington, les 15 et 16 juin. Il semble prendre alors conscience que la situation est de plus en plus désespérée. Mais il n'est pas homme à reculer, et le 18 juin, il est à Waterloo. À la tête de sa cavalerie, il charge à 5 reprises. Qui mieux que Victor Hugo peut raconter ces moments historiques où l'on retrouve le brave des braves, toujours aussi audacieux et valeureux, comme au temps d'Iéna et de Friedland. Voici ce qu'il nous en dit dans ces pages admirables des Misérables. Ney est perdu, grande toute la hauteur de la mort acceptée, s'offrait à tous les coups dans cette tourmente. Il eut son 5e cheval tué sous lui. En sueur, la flamme aux yeux, l'écume aux lèvres, l'uniforme déboutonné, une de ses épaulettes à demi coupée sur le coup de sabre par le coup de sabre d'un horse-guard, sa plaque de grand aigle bosselée par une balle, sanglant, fangeux, magnifique, une épée cassée à la main, il disait « Venez voir comment meurt un maréchal de France sur un champ de bataille !» Mais en vain, il ne mourut pas. Il était hagard et indigné. Il jetait à Drouet d'Erlon cette question. « Est-ce que tu ne te fais pas tuer, toi ?» Il criait au milieu de toute cette artillerie, écrasant une poignée d'hommes. « Il n'y a donc rien pour moi !» Oh, je voudrais que tous ces boulets anglais m'entassent dans le ventre. Tu étais réservé à des balles françaises, infortuné. Le drame de la défaite, une défaite sans appel, sera atténué par la fière répartie du général Cambronne. La garde meurt et ne se rend pas. La question se pose toujours de savoir si Ney, conscient que tout était perdu, ne souhaitait pas ardemment mourir au combat. De retour à Paris, au lendemain de la débâcle, le maréchal, à peine remis de ce jour cauchemardesque, apprend que la Chambre des Pairs est convoquée pour le 22 juin, le jour même où Napoléon abdiquait en faveur de son fils, l'Aiglon, et se préparait à nouveau à l'exil, cette fois-ci sans espoir de retour dans l'île de Sainte-Hélène. Bien décidé à faire entendre sa voix, Ney se rend à la convocation de la Chambre des Pairs. Chateaubriand fait le récit de cette séance dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Les discussions étaient vives à la Chambre des Pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot, qui signait l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir eu le temps de le lire, avait eu le temps, pendant les 100 jours, d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le 22 juin, il avait lu au Luxembourg une lettre du ministre de la Guerre, contenant un rapport exagéré sur les ressources militaires de la France. Ney, nouvellement arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé. Et Gourgaud accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo.
Ney se leva et dit: Ce rapport est faux, faux de tout point. Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que 20 à 25 000 hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier. Je l'ai commandé, je l'ai vu massacrer tout entière avant de quitter le champ de bataille. L'ennemi est à Nivelles avec 80 000 hommes. Il peut être à Paris dans 6 jours. Vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations. L'aide de camp Flahault voulut alors soutenir le rapport du ministre de la Guerre. Ney répliqua avec une nouvelle véhémence: Je le répète, vous n'avez d'autre voie que le salut, d'autre voie de salut que la négociation. La négociation. Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux États-Unis. À ces mots, Lavalette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches. Ney leur répondit avec dédain: Je ne suis pas de ces hommes pour qui leur intérêt est tout. Que gagnerais-je au retour de Louis XVIII? D'être fusillé pour crime de désertion. Mais je dois la vérité à mon pays. Malgré le passeport que lui fournit Fouché, Ney refusa de fuir. Arrêté le 3 août 1815 au château de Bessonny, dans le Lot, chez une cousine de sa femme, il est jugé pour trahison. Le jury, composé de maréchaux dont une bonne part avait agi comme lui, se déclarant incompétent, c'est la Chambre des Pairs qui prit l'affaire en main et se constitua en cour de justice. Ney y avait été nommé par Louis XVIII en 1814 après l'abdication de Napoléon et il n'y siégea que quelques mois. La Chambre des Pairs le condamna à mort pour trahison envers le roi et l'État. Talleyrand se fit dispenser, soucieux, dira-t-il, de ne pas vouloir participer à un tel crime. Ce procès dramatique marquera l'histoire du Palais du Luxembourg et mettra fin au destin exceptionnel de ce militaire exceptionnel, ardent patriote, qui refusa et réfuta catégoriquement les accusations portées contre lui. Les avocats de Ney, notamment Dupin, tenta de démontrer que Ney ne pouvait pas être jugé car il était maintenant prussien, sa ville de naissance, Sarrelouis, étant devenue prussienne depuis le traité de Paris du 20 novembre. Mais Ney se leva aussitôt, interrompit son avocat et s'écria: Je suis français et je resterai français. Finalement, Ney, reconnu coupable de trahison, est condamné à mort par 128 voix contre 17 en faveur de la déportation. Le verdict est rendu en son absence. Parmi ceux qui votèrent la mort, 5 maréchaux d'Empire: Serrurier, Kellermann, Pérignon, Victor et Marmont, mais aussi Chateaubriand. Il est en outre radié de la Légion d'honneur. C'est le lendemain, le 7 septembre, à 3 heures du matin, qu'il est réveillé dans sa cellule du Palais du Luxembourg où il est incarcéré. Comme François Cauchy, le secrétaire archiviste de la Chambre des Pairs, commence à lui lire la sentence, il interrompt la longue énumération de ses titres. Passez! Dites Michel Ney, et bientôt un peu de poussière. S'il ne manifeste apparemment aucune émotion, en revanche, il semble atterré quand on lui apprend qu'il est radié de la Légion d'honneur. Et quand, quelques instants plus tard, on lui propose l'assistance d'un prêtre, il éclate. Vous m'ennuyez avec votre prêtraille. Mais il retrouve vite son calme et commence à jouer mélancoliquement de la flûte. Il passera le reste de la nuit à en jouer.
À 7 heures du matin, Aglaé, en lui rendant visite avec leurs 4 enfants, s'évanouit en apprenant la sentence. Mais elle se ressaisit vite. Et elle se précipite auprès du roi, qui est encore au lit, afin de lui demander la grâce de son époux. Louis XVIII lui aurait dit qu'il était favorable à cette requête, mais qu'elle devait s'adresser à Wellington ou à la duchesse d'Angoulême, ce qu'elle fit aussitôt. Mais Wellington ne veut pas prendre de décision, et la duchesse d'Angoulême refuse sèchement. Plus tard, la fille de Louis XVI dira regretter son refus. Si elle avait su qui était réellement le maréchal Ney, elle lui aurait accordé sa grâce. Aglaé, avec l'énergie du désespoir, se rendit alors chez le comte d'Artois, frère du roi et futur Charles X, qui l'a fait attendre longtemps, et quand il la reçoit enfin, c'est pour lui annoncer laconiquement « Madame, votre demande n'a plus d'objet. » Il est en effet 9 heures du matin, et à 8h30, un fiacre escorté de soldats était venu chercher le maréchal. Il portait un simple costume bourgeois. Que se passa-t-il alors exactement? Les témoignages divergent sensiblement, mais ce qui est certain, c'est qu'il est conduit tout près de son lieu d'incarcération, avenue de l'Observatoire, au lieu de la plaine de Grenelle, où avaient lieu traditionnellement les exécutions par fusillade. Pourquoi ce changement auquel personne ne semblait s'attendre? Sans doute parce que l'on craignait des manifestations bonapartistes, des mouvements de foule, voire même des tentatives pour le faire évader. À ce sujet, vous savez peut-être qu'au cours des années 1820, apparut dans une petite bourgade de Caroline du Sud un grand gaillard aux cheveux roux clairsemés qui se disait français, soldat de Napoléon, jouait de la flûte et fut engagé comme instituteur dans l'école du village. Il disait s'appeler Peter Stuart Ney, et à l'article de la mort, en 1846, il déclara à son médecin « Par tout ce qui est saint, je suis le maréchal Ney de France !» Des arguments en faveur de la thèse de la fameuse exécution et du départ de la fausse exécution et du départ depuis Bordeaux pour les États-Unis, munis du passeport, le fameux passeport de Fouché, des coïncidences, des anecdotes, seront défendus par certains et repris plus tard par quelques historiens, mais les arguments contraires sont de loin les plus nombreux et les plus convaincants. Peter Stuart n'était pas un Français, mais sans doute un Anglais ou un Écossais qui avait combattu dans les rangs alliés. Blessé à la tête lors d'une bataille, et l'alcool aidant, il se serait peu à peu identifié au prince de la Moscova. Oui, j'en suis personnellement persuadé. Le maréchal Ney a bien été fusillé dans les jardins de l'Observatoire, là où se dresse aujourd'hui encore sa statue, œuvre de François Rude, car dès 1831, il fut réhabilité par Louis-Philippe et réinscrit sur les listes de la Légion d'honneur. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ce fameux 7 septembre 1815. Arrivé à l'extrémité des jardins qui prolongent celui du Luxembourg, le fiacre s'immobilise. Ney en descend. Un prêtre s'approche de lui. Cette fois, il accepte cette présence. Il est calme, le visage grave. Il enlève son chapeau et s'agenouille même devant le religieux qui lui donne une courte bénédiction. Les soldats qui vont le fusiller sont là. Ils n'attendent plus que lui. Il se relève alors et leur lance d'une voix forte « Je proteste que le jugement qui me condamne est inique. J'en appelle à l'Europe et à la postérité. » Puis,
il demande au commandant du peloton d'exécution de lui accorder la faveur de le commander lui-même, ce que l'officier accepte. Il prend alors place face aux soldats, refusant qu'on lui bande les yeux, et s'écrie en montrant sa poitrine. « Faites votre devoir! C'est là qu'il faut frapper! Ne me manquez pas !» La phrase qu'on lui prête généralement « Soldats, visez droit au cœur !» est peut-être plus romanesque, mais guère véridique. Il semblerait qu'il ait voulu ensuite prononcer encore quelques mots et commença ainsi « Mon honneur !» Mais le commandant, s'impatientant, se tourna vers ses hommes et leur lança « En joue, feu !» Il y a aussitôt une grande détonation et le maréchal Ney tombe face contre terre d'une seule masse, sans aucune convulsion, dans une mare de sang. Les tambours fusent, les soldats crient « Vive le roi !» N'assistent à cette scène que quelques rares badauds, dont une femme qui passe avec ce commentaire désabusé. « Voilà un homme mort de plus. On n'en est pas plus riche. » Personne ne sait qui est l'homme qui vient d'être fusillé et dont la dépouille attendra 15 minutes par terre dans l'indifférence générale. Seul le prêtre est à genoux devant elle en prière. Un cavalier britannique, dit-on, s'amusera à faire bondir son cheval par-dessus, à 2 reprises, à la grande indignation du prêtre. Elle sera finalement emmenée à l'hospice voisin de la maternité, où elle demeurera 2 jours avant d'être mise en bière, et c'est au Père-Lachaise, sous une simple dalle sans nom, que le maréchal Ney sera inhumé. Un portrait en médaillon de François Rude orne depuis 1903 la tombe du maréchal. Depuis Sainte-Hélène, la réaction de Napoléon en apprenant l'exécution du brave des braves fut indignée et virulente, comme le rapportera Lascars. Et je voudrais d'ailleurs terminer en vous lisant ces quelques lignes qui témoignent de son indignation. La mort de Ney est un crime, un véritable déni de la reconnaissance française. Le sang de Ney était sacré pour la France. Sa conduite dans la retraite de Russie n'a point d'égal. Elle aurait dû couvrir le crime de haute trahison, s'il avait été vrai que le maréchal l'eût commis. Mais Ney n'a point trahi le roi. Son crime a été celui de 30 millions de Français, car tous ont abandonné le trône de la Restauration à la vue du drapeau tricolore, ramené en France par cette poignée de braves qui formaient mon armée sur la plage de Cannes. Louis XVIII et ses émigrés se sont vengés sur Ney de la honte de leur fuite. Je vous remercie.